Donc, bien sûr, on peut lutter, et on lutte contre, par exemple, le travail clandestin. On lutte contre les entreprises qui emploient des personnes en situation irrégulière. Mais ce n'est pas une lutte systématique, ce n'est pas une lutte de tous les jours, ce n'est pas une lutte de grande envergure, parce qu'on sait parfaitement que si c'était une lutte de grande envergure, une lutte systématique, à l'évidence, ça déréglerait un pan entier de l'économie qui repose, et tout le monde le sait, qui repose en partie sur la fraude. Et sur la précarité. Oui, voilà. C'est une conséquence logique de la situation générale de ce type d'économie. Alors dans votre roman Alain Absire, qui s'appelle 100 pays, votre héroïne est haïtienne, hein, elle va se retrouver à Cachan, dans le squat de Cachan, qu'on a vu beaucoup à la télévision, après avoir été femme de ménage, et puis après avoir surtout, après être tombée amoureuse d'un Ivoirien, elle se retrouve à Cachan. Pourquoi Cachan? Parce que c'était le symbole, parce que ça vous a marqué? Oui, c'est ce qui a décidé l'écriture du livre, je dirais, parce que c'est un livre tout à fait inhabituel dans mon travail d'écrivain. Et quand l'affaire de Cachan s'est déclenchée, il est devenu pour moi irrépressible que j'écrive ce livre. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, je vous écoutais tous parler, je trouve que ce que vous dites est très intéressant, mais moi, ce que je crois important aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux gens que les sans-papiers, c'est des humains, c'est des êtres humains, avant toute chose. Et dans le film, je suis très sensible au fait qu'on entende plusieurs fois le mot peur. Et moi, j'ai écrit un livre sur la peur, parce que ce que j'ai rencontré chez les immigrés, chez les clandestins et les autres, c'est la peur. La peur de se faire rafler, on en parlait tout à l'heure, les sorties de métro, les écoles. Vous savez comme moi, et j'espère que tous les gens qui nous écoutent savent, que le 30 janvier dernier, il y a eu une rafle entre 19h et 23h au restaurant du Cœur. Une rafle de sans-papiers. Toute la place de la République. À la place de la République. Au resto du Cœur. Au restaurant du Cœur, au resto du Cœur, voilà. On imagine ce qui se serait passé si Coluche était encore en vie. Et derrière tout ça, le vrai problème, c'est quoi? C'est un problème d'indignité humaine. Je trouve qu'un pays comme le nôtre ne doit pas permettre et ne doit pas se permettre ça. De même que l'esclavage dans les ateliers clandestins, le travail clandestin, la manière dont on réduit à néant, pire que des chiens, ces gens-là pour les exploiter au niveau économique. Mais il y a bien reste le même solutions. problème, excusez-moi de vous interrompre, mais à chaque fois, c'est ce qu'on pense. Effectivement, l'humanisme porte à, mais en même temps, le principe auquel faisait référence Michel Vinocq tout à l'heure, faut-il régulariser et faut-il ouvrir les frontières? Je vais vous donner une réponse qui est la mienne. Plutôt que d'humanisme, je parlerai de dignité humaine. Ensuite, faut-il régulariser tout le monde, ouvrir les frontières? Moi, personnellement, je ne le pense pas. Je pense que le problème est de savoir quelle attitude nous avons aujourd'hui dans un pays comme la France, pays, alors faisons dans le cliché des droits de l'homme, quelle attitude nous avons vis-à-vis de ces, j'ai envie de dire, miséreux, mais dans le sens noble du terme. Et moi, j'ai voulu écrire un roman pour ça, pour raconter une histoire, qui est une histoire vraie, qui s'appuie sur, effectivement, des faits avérés, que j'ai pu écrire grâce à de nombreux témoignages, mais pour que chacun se rende compte que c'est des larmes, de la sueur, du sang, et que depuis maintenant, en particulier la loi de juillet dernier, la loi Sarkozy, il est de plus en plus difficile d'être régularisé, puisqu'avant, au bout de 10 ans, on l'était automatiquement. La loi supprime aussi toutes les facilités, le mot est un peu fort, liées à la vie privée, à la famille, ce qui fait que les familles n'arrivent même plus à se regrouper. Résultat, on augmente encore le nombre de clandestins. Il y en a de plus en plus. Donc ce qui va se passer, moi je peux vous le dire, c'est que le problème qui va se poser va être le problème d'une régularisation. Je rappelle, 585 000 en Espagne régularisés en 2005, 517 000 par Berlusconi, qui n'est pas l'homme de gauche le plus notoire qu'on ait eu en Europe, 150 000 prévus en Allemagne, et ça va se faire sur des critères scolaires, en disant les parents sans papier, dont les enfants sont scolarisés et obtiennent de bons résultats, ont droit à être régularisés. Voilà quelle est une politique. Avant de savoir s'il faut ouvrir les frontières, faisons au moins ce qui doit être fait avec ceux qui sont ici et qui souffrent, et qui ont peur. Je vous propose de regarder un des innombrables reportages qui est passé à la télévision sur le squat de Cachan. Et on remarque que comme dans le film qu'a fait votre collectif, ce sont les enfants qui frappent tout de suite. C'est toujours les enfants dont on parle. Je vous propose de regarder, c'était le jour où il y avait Benabar, parce qu'à chaque fois il y avait des célébrités. On regarde. Benabar s'est plongé dans la réalité du gymnase de Cachan
200 hommes, femmes et enfants parqués depuis 12 jours dans l'insalubrité d'une salle de sport. C'est effrayant et très anachronique de voir ça aux portes de Paris. Ce sont des images qu'on a l'habitude de voir dans des pays en voie de développement. Des mômes entassés dans un gymnase, il y a quelque chose quand même de très violent. Les anciens squatteurs ont profité de la venue du chanteur pour une nouvelle fois refuser la solution des hôtels. On va nous faire balader dans les hôtels. Aujourd'hui, tu es là, une semaine, tu es là-bas. Comment l'enfant va aller à l'école? Benabar a fini sa visite par quelques encouragements aux 6 grévistes de la faim. Ils entamaient ce matin leur 9e jour de jeûne. Alors au départ, le squat de Cachan, c'était le problème des mal logés. Ensuite, c'est devenu le problème des sans-papiers. Smaïn Leicher, vous vous intéressez à ce phénomène à peu près partout dans le monde, enfin dans le Nord en tout cas. Il y a des équivalents ailleurs ou est-ce que ça n'arrive qu'en France? Quelque chose comme le squat de Cachan? Non, ça a des équivalents ailleurs. Ce n'est pas exactement la même configuration, mais à l'évidence, on retrouve ailleurs, pas très loin d'ici, au Maghreb, dans certains pays de l'Est, on peut retrouver ça là où il y a des frontières, des gens qui attendent qu'on les autorise à s'installer. Ça, c'est un phénomène. Mais est-ce qu'on leur donne une telle visibilité comme on l'a fait en France cette année, par exemple? Est-ce que c'est autant médiatisé que ça l'a été ici? Est-ce que les gens y sont aussi sensibles? Non, bien évidemment que non, pour une bonne et simple raison, c'est que toutes les sociétés ne se ressemblent pas et surtout, toutes les sociétés ne sont pas dotées d'une opinion publique, une opinion publique qui se caractériserait par exemple par l'existence de médias libres, par l'existence de syndicats, par l'existence de partis politiques, mais aussi par l'existence d'une société civile. Si vous comparez la société française à la société tunisienne, pour ne prendre qu'elle, ou peut-être pire encore, la société libyenne, vous voyez bien qu'il y a des modes de traitement de l'étranger, de la présence de l'étranger, qui sont radicalement différents. Bon, dans la société libyenne, comme dans la société tunisienne, mais comme dans d'autres sociétés, il n'y a pas de société civile, il n'y a pas d'association susceptible de produire une opinion publique. Il n'y a pas d'association susceptible de s'indigner à propos du traitement que l'on réserve à des étrangers, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas là depuis le début. Ce qui semble commun, en revanche, à beaucoup de pays du Sud, c'est la façon dont ils rêvent leur arrivée hypothétique un jour dans un pays du Nord. Et à quel point ça continue d'être une sorte de mirage. Alors, est-ce qu'ils ont raison de croire à ce mirage ou pas? Vous me le direz. Mais je vous propose d'abord de regarder un reportage qui est paru, qu'on a pu voir dans le 19-20, il y a 4 mois environ. C'était en Mauritanie, justement, là d'où les gens partent pour venir en Europe. Nouadhibou, au nord de la Mauritanie, posé au bord du désert et de l'océan, devenu chef-lieu de l'immigration sauvage vers l'Europe. Une ville de pêcheurs où tout est facile pour qui veut organiser son voyage clandestin. Sur les pontons, tous les propriétaires de pirogues savent exactement ce que recherchent les candidats à l'exil. Cher l'a déjà tenté 2 fois sans succès. Un combat qui se prépare par nationalité sans véritable filière organisée. Chacun des passagers paye en moyenne 600 €, soit 1 à 2 ans de salaire. On part la nuit, parce qu'il fait un peu sombre pour ne pas que les gens se soupçonnent quelque chose. Tu pars en soi-disant dire que tu pars en pêche, et de là tu es bien cagoulé comme un pêcheur, et de là où tu pars. Ceux qui sont interceptés échouent ici, dans ce centre de rétention en attente d'un rapatriement. On est des Sénégalais, nous voulons partir au Sénégal, nous voulons partir. Ils étaient 114 dans une même pirogue. 22 jours d'errance en mer n'auront pas entamé leur rêve d'une Europe idéalisée, mais méconnue. Nous sommes fatigués et nous sommes prêts à risquer notre vie pour partir en Europe. Là-bas, il y a du boulot. Ce n'est pas pareil comme en Afrique. Et quoi comme boulot? Qu'est-ce que vous espérez? Il y a les jardins là-bas, on peut travailler là-bas. C'est pour ça qu'on peut venir. Il y a des cultivateurs, il y a tout, quoi. Les Sénégalais comme nous partent en Europe, quand il fait là-bas 2 ans, 1 an, s'il vient, il investit. Nous voulons partir en Europe pour voir qu'est-ce qu'on va gagner là-bas.